Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de votre édition ce soir. 3 familles expulsées à Papenhaut ce matin. Une vingtaine de personnes ont été sommées de quitter leur maison en présence d'un huissier de justice, des gendarmes et d'une société de déménagement. Le thon blanc est de retour dans nos eaux. Le prix du poisson avait flambé ces dernières semaines, mais les cales des pêcheurs sont à nouveau pleines, ce qui devrait permettre un retour à la normale. La jeunesse, toujours en mal de logement, malgré les appels au secours récurrents des jeunes travailleurs, la situation n'évolue pas. Le seul foyer qui leur était destiné a fermé ses portes. Nous parlerons justement de la cherté de la vie, mais aussi de la loi fiscale, entre autres avec Édouard Fritsch, l'ancien président du pays, représentant à l'Assemblée et maire de Pirée, est notre invité ce soir. Et puis nous verrons que l'armée prévoit de réhabiliter un ancien dépôt de carburant à Faa'a pour ses futurs avions. La population est actuellement consultée pour ce projet. Les conflits autour du foncier conduisent parfois à des expulsions. C'était le cas ce matin à Papenhaut. Une vingtaine de personnes ont été contraintes de quitter leur maison au quartier Faripo. Face à la pression de la gendarmerie et d'un huissier, l'opération s'est déroulée sans violence. Il faut dire qu'après la décision de justice il y a 3 ans, les personnes concernées avaient été averties à plusieurs reprises. David Chang et Marcel Bonneau. Le temps presse pour ces 3 familles du quartier Faripo 11. Elles ont été notifiées de la destruction de leurs habitations ce matin à 8h30. Pas de temps pour les états d'âme. Là, actuellement, je ne ressens rien du tout. Je suis plutôt... comment on dit ça? Ouais, je suis plutôt une personne logique et voilà, pour moi d'abord, c'est d'abord m'occuper de tout le monde. Et une fois que j'aurai fini ça, là après je pourrai soit pleurer, soit rigoler ou soit je sais pas, mais bon. Ils sont tous corrompus, c'est vrai. Je lui ai bien dit, hein. Ces personnes occupent le terrain depuis plus de 30 ans, alors même que leur propriété était contestée devant le tribunal. 2 branches familiales sont opposées dans cette affaire, les consorts Adjé, demandeurs, et la branche des Touahine, qui même aujourd'hui ne souhaite pas abandonner. Le vrai propriétaire, c'est la personne âgée qui était déjà là, il y a des années et des années, comme il a des documents. Les Adjé ne sont jamais venus ici, ne sont jamais mis le pied ici depuis tant d'années. Il a fallu aujourd'hui passer devant le tribunal qu'eux ils ont dit que c'est eux le propriétaire. Tout est faux. C'est le jugement qui va faire après. Là, on va montrer où on est. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est que des fraudes. Avec une décision de justice rendue le 27 avril 2021, cette destruction était inévitable. Maître Himata Vernodon, huissier de justice, est venu plusieurs fois prévenir et conseiller les occupants de ces maisons. Ce matin, il est avec les gendarmes, une société de destruction et de déménagement. On les rencontré là plusieurs des personnes pour leur dire que faites valoir, si vous avez des droits, faites valoir vos droits, faites un référé suspensif pour qu'après qu'on ne puisse pas exécuter l'addition. Mais aujourd'hui, on ne peut pas venir en marche arrière, on est obligé d'exécuter l'addition parce que la famille consorts âgés, ça fait 30 ans qu'ils sont en train de se batailler pour récupérer leurs terres et après ils sont repartis encore devant le tribunal pour faire valoir leurs droits, plus encore de faire une expulsion des personnes qui occupent son droit de titre. De leur côté, les membres de la branche familiale Adjé n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils souhaitent simplement faire appliquer la décision de justice. Et notez que ce matin à Punaouia, un quinquagénaire a lui aussi reçu la visite d'un huissier de justice et de la gendarmerie. L'homme s'était installé sur le site de l'ancien hôtel Tahiti Village il y a une dizaine d'années en comptant sur la loi qui permet de devenir propriétaire après 30 ans d'occupation. Ces dernières semaines, vous avez peut-être remarqué l'augmentation du prix du thon blanc sur les étals, plus 68% en l'espace de quelques mois. Dans les rayons poissonnerie des grandes surfaces, 1 kg de thon blanc est vendu en moyenne 2107 francs contre 1254 francs au mois de janvier. Selon les derniers éléments recueillis par James O et Marcel Bonneau, les prix sont en train de baisser. La pêche a été fructueuse pour l'équipage de Tua Anapa, un navire de pêche à la palangre appartenant à la société Vini Vini. De l'espadon, du mheimhei ou encore du thon, le mois d'avril marque le retour du poisson après une pénurie de plusieurs semaines qui a fait flamber le prix du thon blanc de 68%, mais la situation semble évoluer positivement. En ce moment, le poisson est là, ça mord bien. Du coup, je pense que la population a dû noter une certaine baisse au niveau du prix du thon blanc. Tous les mareyeurs ont du poisson.
Du coup, si vous voyez bien dans les magasins, ça commence à aller à presque en dessous de 1000 francs le kilo du thon blanc. Un tiers de la pêche du jour est destiné à l'export. Le reste sera écoulé sur le marché local. À peine débarqués, les poissons sont transformés dans l'atelier de production. Une fois conditionnés, ces filets de thon seront livrés sur Tahiti et Moorea. Ce matin, on a eu 2 petits bateaux qui nous ont ramené à peu près 5 tonnes en tout. Ces petits bateaux-là ont fait des petites campagnes, mais par exemple, samedi, on a déchargé à peu près 15 à 16 tonnes de poissons. Si la baisse du prix du thon blanc est amorcée, celui du thon rouge se maintient aux environs de 2000 francs, soit 17 € le kilo. Les jeunes entre 20 et 30 ans en mal de logement, peu d'aides existent pour cette tranche d'âge. La toute première résidence des jeunes travailleurs avait ouvert ses portes en juin 2021 avant de fermer en novembre dernier. Les jeunes locataires ont dû plier bagages précipitamment sans véritable solution. Le point avec Méléini Gamblin et Heidi Enko. Nous retrouvons ce jeune salarié sur son lieu de travail. Ancien locataire de la résidence des jeunes travailleurs, il payait 20 000 francs de loyer près de Papeete, le temps de décrocher son CDI. Lorsque le foyer a fermé sans crier gare, il a dû se démener pour retrouver un toit à prix décent. C'était un tremplin pour nous, c'était comme une passerelle, ça nous permettait de se rapprocher de la ville. Ça a été compliqué parce que les recherches, il fallait le faire le plus vite possible, il fallait trouver quelque chose. Il m'a fallu attendre 6 mois et des poussières pour pouvoir trouver un endroit à moi. Et ça a été dur, mais voilà, je suis arrivé. Comme ce jeune homme, ils sont environ 30 000 jeunes actifs en Polynésie avec les mêmes difficultés de logement. 100 000 francs minimum pour un studio à Papeete. Lorsque la résidence des jeunes travailleurs a ouvert, les demandes ont donc explosé. En 2022, le bâtiment est repeint puis joyeusement inauguré par le gouvernement Fritsch. Problème, la RJT ne dispose d'aucun cadre légal et creuse un trou de 9 millions de francs dans les caisses de la DPDJ. La fermeture a été décidée lors du changement de gouvernement. Pour pouvoir recentrer la DPDJ sur son cœur de mission, qui est, au-delà de la promotion d'une jeunesse responsable, la prévention de la délinquance. Et en parlant de prévention, comment chercher à insérer, en tout cas à héberger les jeunes primo-salariés, si on ne cherche pas d'abord à les insérer professionnellement et socialement? Pas de projet de logement en cours pour les jeunes actifs du côté du ministère de la Jeunesse, rien non plus du côté du ministère du Logement. Et l'ancienne résidence des jeunes travailleurs n'en porte plus que le nom. Cette résidence est revenue à l'OPH. Alors comme moi j'avais besoin aussi d'avoir un hébergement d'urgence pour les familles sinistrées ou les familles en difficulté. Donc à savoir, il y a 16 logements donc, de disponibles. Actuellement, vous avez 8 familles qui sont logées là-bas, des familles sinistrées de Mahina et de Faa. Une seule aide existe pour les jeunes actifs à revenus moyens au Fénois via l'Agence immobilière sociale de Polynésie, l'AISPF. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'AISPF propose 25 logements à destination des jeunes actifs. On leur parle de colocation, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un changement de mentalité aussi qu'il faut que nos jeunes adoptent, parce qu'avec la pression de la location immobilière, ça peut être une solution. Depuis le début de l'année, l'AISPF propose également une toute nouvelle aide au logement destinée aux jeunes couples sans enfants. Réunion cet après-midi au CESEC. Autour de la table, les 5 principales centrales syndicales ainsi que l'UNSA. Ils ont discuté durant plus d'1 heure afin de préparer ensemble les revendications en vue du 1er mai et d'une rencontre avec le gouvernement. Parmi les sujets prioritaires, la cherté de la vie et bien sûr la PSG. Les syndicats doivent se revoir mercredi pour que chacun établisse précisément les 5 points de revendication. Écoutez les précisions de Patrick Galenon de la CSTPFO. Il répond à Suliane Favenec et Mirko Vanfo. Ce n'est pas un flou général, on se rend compte qu'on a des difficultés financières, la cherté de la vie, et qu'en face de nous, le gouvernement ne semble pas entendre les cris de ceux qui sont de la Polynésie du Bas, il faut qu'on se réveille. Bonsoir Édouard Fritsch, merci d'être avec nous. Bonsoir. Les mesures relatives à la cherté de la vie tardent à être mises en place. Il faut qu'on se réveille, dit Patrick Galenon. On l'a vu, les jeunes souffrent du manque de logement, les syndicats s'impatientent, une partie de la majorité aussi. Un train de mesures serait en préparation. Quelles sont vos attentes, vous, dans l'opposition ?
Écoutez, d'abord, je trouve vraiment scandaleuse cette décision qui a été prise pour ces jeunes travailleurs qui logeaient à la Cité Grande de Pirée, car les raisons invoquées pour les virer de là ne tiennent pas la route. Le cadre légal n'était pas respecté. Nous sommes autonomes, nous créons le cadre légal. Ces logements appartenaient à l'OPH et appartiennent toujours à l'OPH, c'est pas un problème. Mais j'ai l'impression que la chasse aux sorcières va continuer et ces jeunes qui ont été placés par la DPDJ, vous savez que là aussi il y a eu un changement à leur niveau, apparemment ne sont pas très bons, donc on va les virer. Mais le sujet, il est important. Ces jeunes vivaient dans leur voiture. Ce sont des jeunes qui ne peuvent pas se payer de logement. Ce sont des jeunes qui allaient devenir des SDF potentiels à propriété. C'est la raison pour laquelle j'avais chargé la DPDJ de trouver une solution. Aujourd'hui, on reprend les mêmes et on recommence. Mais alors, je trouve que c'est scandaleux. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend. J'ai eu l'impression que l'interview que vous avez passée de Patrick Galland datait de l'année dernière, juste avant les élections. C'était exactement le même discours. Ça fait 1 an qu'on attend. Ça fait 1 an. Vous avez participé à l'ouverture de l'Assemblée de Polynésie, les discours des uns et des autres. Vous avez entendu parler des problèmes de coût de la vie? Rien. Vous avez entendu parler des problèmes de la population, du logement? Rien. Donc aujourd'hui, je n'ai pas plus d'espoir qu'hier et que les choses vont se résoudre par le gouvernement actuel. Jeudi dernier, vous étiez donc à l'ouverture de la session administrative. Vous avez assisté au discours du président Broderson. Vous venez de le dire, selon lui, tout ne va pas si mal. C'est ce qu'il a répété à plusieurs reprises. Il a cité le nombre de chômeurs qui passent sous la barre des 10 000, la bonne santé des exportations de perles, le retour des bateaux de croisière. Est-ce que l'opposition ne dramatise pas un peu la situation économique qui ne va pas si mal? Oui, on est passé de tout va bien à tout va pas si mal. Mais je crois qu'il faut être sérieux. Il parle des croisières, il parle de l'exportation de la perle chez nous. Ce sont des choses qui ont été mises en place par l'ancien gouvernement. Il est en train de récolter, suite à l'inertie des décisions qui ont été prises, ce que nous avons fait. Mais le sujet aujourd'hui, c'est quid de l'avenir du pays? Qu'est-ce qu'il va nous proposer pour l'avenir du pays? Dénoncer une forme d'immobilisme. C'est de l'immobilisme. C'est un gouvernement statique. Il ne fait pas grand-chose. D'ailleurs, l'opposition de l'époque, la majorité d'aujourd'hui, elle commence à le dénoncer, puisque vous avez vu qu'à la fin de son discours, il a dû demander à l'Assemblée une motion de confiance parce qu'effectivement, il a découvert que les bruits qui couraient autour d'une motion de censure venaient du Taveni Huila. Ça n'a pas dissipé le malaise au sein de la majorité, selon vous, de faire lever comme ça les représentants pour montrer leur solidarité? Ce que j'espère, parce que j'aime mon pays, ce que j'espère, c'est que le cinéma qui a eu lieu jeudi dernier va les aider à mieux faire pour demain. Parce que malgré tout, on ne peut qu'espérer que ce pays aille mieux. On ne peut pas rêver d'un Moïse Broderson qui se casse la figure demain. Nous n'avons jamais. Nous respectons le choix des populations, mais il faut qu'ils travaillent. Parce que sinon, effectivement, nous allons payer cher notre retour, si retour il y a. Le début de cette mandature est marqué par cette fameuse loi fiscale annulée par le Conseil d'État. La majorité opte pour la rétroactivité de la loi, ce qui choque l'opposition, car un recours sera possible. Vous pensez, comme Nouiha Ouloré, que la majorité aurait pu en profiter pour améliorer la loi? Bien sûr, puisqu'il y a eu du temps donné à l'actuelle majorité pour qu'elle puisse réfléchir et apporter des amendements qui tiennent la route. Mais malheureusement, effectivement, le président était en voyage, les autres pareil, donc rien n'a été fait. Et la seule solution, le seul amendement qui représente la solution retenue par la majorité aujourd'hui, c'est de la rétroactivité. On est en danger. Nous leur avons dit à l'Assemblée de Polynésie, ça va faire l'objet d'un recours parce que... Vous allez déposer un recours? Nous allons déposer un recours. Nous ne pouvons pas laisser faire... Enfin, nous attendions à d'autres solutions. Vous avez vu qu'avec AHIP, nous avons déposé une dizaine d'amendements. Tous ces amendements ont été rejetés. Donc, il y a effectivement une politisation forte
Aujourd'hui, ces amendements ont été rejetés. Donc, il y a effectivement une politisation, effectivement, de faire obstacle à toutes nos propositions. Nous ne sommes pas là pour taper dessus. Nous sommes là pour tenter de proposer quelque chose, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, parce qu'ils se replient sur eux-mêmes. Et actuellement, il faut espérer que les choses aillent mieux avec cette motion de confiance. Quelle action concrète, selon vous, aurait pu être menée à l'issue de cette réflexion autour de la loi? Ne serait-ce que la consultation. Ne serait-ce que la consultation. Vous avez vu que les vendeurs de véhicules, par exemple, se sont alertés sur le fait qu'ils allaient être sollicités pour compléter le manque de la loi, puisque les taxes n'ont pas été recouvrées comme il se devait. Et tout est comme ça, puisque en tombant, la loi fiscale, effectivement, n'a son effet sur les taxes recouvrées. Moetai Broderson promet plus de consultations. Il a annulé notamment le pré-conseil des ministres du lundi. C'est une bonne stratégie selon vous? Non. Parce que le pré-conseil, c'était la meilleure méthode. Ça fait 30 ans, 40 ans que ce pré-conseil existe. Pour une meilleure coordination sur l'action ministérielle. Nous avons besoin de nous consulter entre nous. Vous avez vu pour l'affaire de l'hippodrome de Pirée, on a entendu la voix de la vice-présidente et à côté de cela, l'étonnement, sinon la colère de la ministre de la Jeunesse et des Sports. Tout ça, c'est parce que le gouvernement ne se coordonne pas, il ne se voit pas. Le président n'est pas là, donc il ne se voit pas et on découvre la cacophonie aujourd'hui de ce gouvernement. Justement, sur l'hippodrome de Pirée, en tant que maire de Pirée, c'est ce que vous souhaitiez pour ce site historique? Je souhaitais qu'il y ait un partage de ce site. Ce site représente une dizaine d'hectares en pleine commune de Pirée, dans une partie de la commune qui représente le tiers de la population. Et ce fut un besoin, à l'époque où nous avons demandé effectivement l'affectation de ce terrain, ce fut un besoin pour une meilleure cohésion sociale. Il fallait mettre en place de quoi occuper nos jeunes et ce site, un compromis. Et c'est ce que je souhaitais rechercher, mais nous nous sommes butés effectivement à cette association épique qui avait un contrat de location. Très rapidement, en 2 mots, est-ce que vous avez un candidat pour les élections européennes qui s'annoncent? Nous avons proposé un candidat. Lequel? M. Mouirani Frébo, un jeune des Marquises, un candidat sur lequel nous faisons l'unanimité et pour lequel nous espérons qu'il ait effectivement une bonne place et une place éligible sur la liste de Macron. Merci beaucoup, Edouard Fritsch, d'avoir échangé avec nous ce soir. Et demain, Nouihao Loré sera l'invité café de Polynésie, la première radio dès 7h10. À Fa'a, l'armée prévoit de réhabiliter et agrandir un ancien dépôt de carburant fermé depuis plusieurs années. En 2027, le groupement d'aéronautique militaire disposera de 400 mètres cubes de stockage. L'objectif sera de ravitailler la flotte des aéronefs de l'armée en plein renouvellement. Mélodie Ouhilamo Afassioné et Mirko Vandefo font le point. Construit au début des années 90, ce dépôt d'essence militaire ne stocke plus une seule goutte de carburant depuis 2020, selon le commandant du groupement aéronautique militaire de Fa'a. En cause des risques environnementaux relevés lors de différentes inspections. Aujourd'hui, le GAM projette de réhabiliter le site et de l'agrandir. Nous allons pouvoir, en plus des 2 cuves déjà existantes, rajouter 2 autres cuves supplémentaires sur le côté gauche des capacités actuelles pour augmenter donc les capacités à un peu plus de 400 mètres cubes. Il y aura également sur le site l'implantation d'une nouvelle pomperie qui permet effectivement le transfert de carburant entre les différentes cuves présentes ici et les camions citernes qui effectuent le transport ou l'avitaillement des aéronefs. Et également tous les éléments de sécurité environnementale pour se prémunir de tous les risques liés à l'exploitation pétrolière. Une capacité de stockage multipliée par 2, condition préalable au renforcement des moyens capacitaires basés à Fa'a très prochainement. Mais pour les forces armées, il s'agit avant tout de retrouver une certaine autonomie en termes de ravitaillement des aéronefs, et ce, à tout moment. Nous avons pu voir effectivement en fin d'année dernière qu'il peut y avoir des risques sur la délivrance des produits pétroliers dans la zone. Et donc aujourd'hui, cette fonction d'avitaillement militaire est totalement externalisée auprès de la société Somstat qui délivre du carburateur à l'aviation civile mais également à l'aviation militaire. Et donc ce dépôt demain permettra à la partie militaire de retrouver une certaine résilience.
Un dossier d'enquête publique est à la disposition des habitants de la commune, mais le dernier mot revient à la direction de l'environnement. Si le projet est validé, le début des travaux est prévu l'année prochaine pour une livraison en 2027. L'avenir des langues marquisiennes préoccupe les équipes pédagogiques. L'inspectrice de l'éducation nationale en charge des marquises et son équipe ont créé des outils visant à professionnaliser l'enseignement du marquisien dans toutes les écoles publiques de la circonscription. Elles sont désormais toutes bilingues. Une méthode inédite permet aux enseignants de se perfectionner grâce à des séances de travail en présentiel ou en visio. Écoutez cette conseillère pédagogique au micro de Marie Curva. Ils ont à leur disposition des outils pédagogiques conçus pour leur permettre d'enseigner des apprentissages ciblés en langue marquisienne, mais ils n'ont pas forcément tous ces énoncés langagiers qui font les transitions entre les activités, des énoncés pour capter l'attention des élèves, pour remobiliser les élèves pour une activité. Et du coup, nous proposons, au travers de ces ateliers de langue, tous ces petits temps informels. Et nous retiendrons cette information principale. Une vingtaine de personnes ont été contraintes de quitter leur maison, quartier Aripo, à Papenhaut ce matin. Face à la pression de la gendarmerie et d'un huissier, l'opération s'est déroulée sans violence. Après la décision de justice dans cette affaire foncière il y a 3 ans, les personnes concernées avaient été averties à plusieurs reprises. À la une de Tahiti Info demain, concurrence déloyale dans le surfwear. Soirée série sur la première après ce journal. Vous avez rendez-vous avec 911, puis Scandale. On arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur la première. On se retrouve demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet